Bienvenue sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles vidéos. Bon visionnage. Les lumières fluorescentes bourdonnaient leur mélodie monotone au-dessus de la table à dessin de Michael Clark, projetant des ombres dures sur les plans qui avaient occupé sa matinée. 15 ans. 15 ans à arriver chez Sterling Motor avant l'aube, à rester après minuit lorsque les délais approchaient, à mettre son âme dans chaque conception de moteur portant le prestigieux logo de l'entreprise. Cette pensée le frappa alors qu'il ajustait ses lunettes de lecture. Quand ces rides autour de ses yeux étaient-elles apparues? Michael, toujours là. Janet Morrison, la secrétaire du département, passa la tête par-dessus le séparateur de la cabine. Sa voix portait cette tonalité familière de sollicitude maternelle qui le faisait sourire malgré sa fatigue. « Je termine juste les calculs du taux de compression pour le nouveau VUI, répondit-il sans lever les yeux de son travail. Les chiffres ne mentaient pas, ne trahissaient pas, ne décevaient pas. Contrairement aux gens, les équations s'équilibraient toujours à la fin. Tu sais, la fête est demain soir, n'est-ce pas? L'assemblée corporative annuelle. Les sourcils de Janet se haussèrent significativement. Sarah a appelé plus tôt, quelque chose à propos d'une robe qui a besoin de ton approbation. La plume de Michael s'arrêta en plein calcul. Sarah avait été inhabituellement excitée pour la fête de l'entreprise cette année, passant des semaines à choisir la tenue parfaite, se faisant coiffer dans ce salon coûteux en ville. Il attribuait cela à son désir naturel de faire bonne impression sur ses collègues et supérieurs. Après 12 ans de mariage, il avait appris à apprécier son attention aux détails, même s'il ne comprenait pas tout à fait l'engouement pour les événements sociaux. « Je rentrerai bientôt, promit-il, étirant son dos contre la chaise ergonomique qui avait connu de meilleures décennies. La circulation du soir à Détroit donna à Michael le temps de décompresser, de passer mentalement des précisions techniques de l'ingénierie automobile au rythme confortable de la vie domestique. Leur maison à Bloomfield Hills représentait tout ce pour quoi il avait travaillé, une maison de style colonial avec des volets blancs, une pelouse parfaitement entretenue et assez d'espace pour la famille qu'ils avaient toujours planifiée mais qu'ils n'avaient jamais tout à fait commencé. La Mercedes de Sarah brillait dans l'allée, encore chaude de son retour de l'endroit où elle avait passé son après-midi. Cours de yoga, avait-elle mentionné ce matin autour d'un café. Où était-ce le rendez-vous au salon? Michael se surprit à peiner à se souvenir des détails de leur conversation au petit déjeuner, une prise de conscience qui lui causa une légère pointe de culpabilité. « Chérie, je suis rentré », lança-t-il en accrochant sa veste dans le placard du couloir avec le soin méthodique qui caractérisait la plupart de ses actions. Dans la chambre, répondit la voix de Sarah depuis l'étage, portant une note inhabituelle d'excitation qui le fit monter les escaliers deux par deux. Michael trouva sa femme devant leur miroir en pied, ajustant une robe qui semblait redéfinir le concept d'élégance. Le tissu noir épousait ses courbes d'une manière qui lui rappela pourquoi il était tombé amoureux d'elle il y a tant d'années, à la bibliothèque universitaire. Sarah avait toujours été belle, le genre de femme qui faisait tourner les têtes dans les restaurants et rendait les autres hommes ouvertement jaloux de la chance de Michael. « Qu'en penses-tu » Elle tourna, la robe virevoltant autour de ses jambes avec une grâce étudiée. Trop pour une fête d'entreprise. Michael observa le reflet de sa femme, notant la manière soigneuse dont elle avait appliqué son maquillage, l'éclat subtil de ses bijoux, la confiance qui émanait de sa posture. Quelque chose semblait différent, bien qu'il ne puisse pas tout à fait l'exprimer. « Tu es magnifique, dit-il honnêtement. » Richard Sterling lui-même serait impressionné. Le commentaire se voulait un compliment. Le vice-président de Sterling Motor était notoirement exigeant sur les apparences lors des événements de l'entreprise. Mais quelque chose passa sur le visage de Sarah. Une micro-expression si brève que Michael la manqua presque. Lorsqu'elle sourit en réponse, cela sembla atteindre ses yeux une fraction de seconde trop tard. « J'espère, murmura-t-elle, se tournant vers le miroir. Je veux que tout soit parfait demain soir. » Ce soir-là, ils partagèrent un dîner à l'îlot de la cuisine, des plats chinois à emporter de leur endroit habituel, mangés pendant que Sarah faisait défiler son téléphone et que Michael consultait des revues techniques. Le silence confortable d'un long mariage, se dit-il, bien qu'il ne puisse se défaire du sentiment que quelque chose de fondamental avait changé entre eux. « Tu sembles excité pour demain, observa-t-il, surveillant attentivement sa réaction. Les doigts de Sarah s'arrêtèrent sur l'écran de son téléphone. « C'est important pour ta carrière, non? Ces connexions sociales comptent pour l'avancement en entreprise. » Sa réponse était logique, conforme à tout ce qu'une épouse d'entreprise devrait dire. Pourtant, Michael se surprit à étudier son visage avec la même précision analytique qu'il appliquait au schéma de moteur,
cherchant des variables qui ne correspondaient pas tout à fait aux résultats attendus. Le lendemain matin apporta le premier gel sérieux de l'automne, recouvrant leur quartier de banlieue de cristal et de perfection. Michael arriva chez Sterling Motor pour trouver le bureau bourdonnant d'anticipation avant la fête. Les conversations tournaient autour des plans de dîner, des arrangements de transport et des spéculations sur la somptuosité de l'événement de cette année par rapport au précédent. Richard Sterling n'avait rien épargné. Comme d'habitude, le lieu, le Meadowbrook Country Club, représentait le summum de l'establishment de l'argent ancien de Détroit. Michael avait assisté à ces fêtes pendant des années, observant depuis la périphérie alors que l'élite exécutive de Sterling Motor travaillait et complotait à parts égales. Hâte d'être à ce soir, Clark. La voix appartenait à Richard Sterling lui-même, se matérialisant à côté du bureau de Michael avec la grâce prédatrice qui faisait instinctivement redresser les épaules des subordonnés. À 45 ans, Sterling possédait la confiance de celui qui n'avait jamais eu à gagner quoi que ce soit, richesse héritée, position héritée, certitude héritée que le monde existait pour son plaisir. Bien sûr, monsieur, répondit Michael, notant comment le regard de Sterling s'attardait sur la photo de famille bien en vue sur son bureau. L'image montrait Michael et Sarah au pique-nique de l'entreprise de l'année précédente, son bras autour de sa taille, tous deux souriant avec ce qui semblait être un bonheur sincère. Excellent. J'ai particulièrement hâte de revoir Sarah. Cela fait trop longtemps que nous n'avons pas eu une vraie conversation. Quelque chose dans le ton de Sterling fit cataloguer la déclaration par l'esprit d'ingénieur de Michael comme une donnée nécessitant une analyse plus approfondie. Le sourire du vice-président portait une nuance qui semblait personnelle plutôt que professionnelle, intime plutôt que corporative. Elle aussi a hâte, répondit Michael prudemment, bien qu'il ne se souvenait pas que Sarah ait mentionné des interactions significatives avec son patron. Le rire de Sterling était riche, confiant, portant juste assez d'ambiguïté pour faire se demander à Michael s'il avait manqué une blague interne à l'entreprise. Je suis sûr qu'elle l'est. À ce soir, Clark. L'après-midi passa avec une lenteur excruciating. Michael se surprit à vérifier sa montre à répétition, sa concentration habituelle dispersée par un inexplicable sentiment d'anticipation. Où étaient ceux de l'appréhension? La distinction semblait s'estomper à mesure que la soirée approchait. Le Meadowbrook Country Club scintillait comme un bijou contre l'obscurité d'octobre, sa façade coloniale illuminée par des projecteurs soigneusement placés qui transformaient le bâtiment en quelque chose digne d'une couverture de magazine. Michael ajusta sa cravate alors que le Uber s'engageait dans l'allée circulaire, flanqué de véhicules de luxe représentant tout le spectre de l'aristocratie automobile de Détroit. Sarah sortit de la voiture avec la grâce étudiée de quelqu'un habitué à faire des entrées. La robe noire qui l'avait impressionnée à la maison semblait maintenant posséder une qualité presque magnétique, attirant des regards appréciateurs des valets et des autres arrivants. Michael ressentit une vague de fierté teintée de quelque chose qu'il ne pouvait pas tout à fait identifier. « Prête pour ça ?» demanda Sarah, sa main trouvant son bras avec une intimité familière. « Aussi près que je ne le serai jamais », répondit Michael, bien que les mots semblaient plus lourds qu'il ne l'avait prévu. L'intérieur du country club avait été transformé en un fantasme corporatif, logo de Sterling Motor discrètement placé dans tout l'espace, arrangements floraux élégants qui coûtaient probablement plus que le salaire mensuel de Michael, et un buffet qui représentait l'excellence culinaire à son apogée. La liste des invités ressemblait à un Who de la communauté d'affaires de Détroit, avec les employés de Sterling Motor se mêlant aux fournisseurs, investisseurs et dignitaires locaux. Michael guida Sarah à travers la foule, s'arrêtant pour les conversations obligatoires avec les collègues et leurs conjoints. Les échanges suivaient des schémas prévisibles, compliments sur l'apparence de Sarah, questions sur les projets récents, spéculations sur l'année modèle à venir, des interactions sociales corporatives normales, confortables dans leur familiarité. Pourtant, quelque chose semblait déséquilibré, comme un moteur parfaitement réglé avec un cylindre qui ne fonctionnait pas correctement. Michael remarqua comment l'attention de Sarah semblait dériver pendant les conversations, ses yeux scrutant la salle avec un but précis plutôt qu'un intérêt désinvolte. Lorsqu'il le mentionna discrètement, elle balaya son inquiétude avec un rire qui semblait forcé. « Je suis juste nerveuse », expliqua-t-elle. « Tu sais comment je suis à ces événements. » Mais c'était là le problème, Sarah n'avait jamais été nerveuse lors des rassemblements sociaux. Au contraire, elle prospérait dans les situations nécessitant du charme et de la diplomatie, des compétences qui avaient fait d'elle un atout pour l'avancement de la carrière de Michael au fil des ans. La soirée progressa à travers ses phases chorégraphiées, cocktails, service du dîner, les inévitables discours des dirigeants de Sterling Motor. Michael se retrouva assis à une table avec d'autres chefs de département et leurs conjoints,
engagée dans le genre de discussion professionnelle qui faisait glacer les yeux des non-ingénieurs. Sarah participa de manière appropriée, posant des questions intelligentes et faisant des observations qui démontraient sa compréhension de l'industrie automobile. Ce fut pendant le dessert que Richard Sterling se leva de la table principale, un verre de champagne à la main, commandant l'attention avec l'autorité naturelle d'un privilège hérité. « Mesdames et messieurs », commença Sterling, sa voix portant facilement à travers la salle à manger sans besoin d'amplification, une autre année réussie pour Sterling Motor appelle à la célébration, à la reconnaissance et peut-être à une conversation honnête sur l'avenir de notre entreprise. Des applaudissements polis parcoururent l'assemblée. Michael applaudit aussi, notant comment les mains de Sarah restaient immobiles sur ses genoux, son attention fixée sur Sterling avec une intensité laser. Le succès en affaires nécessite des décisions difficiles, poursuivit Sterling, son regard balayant la foule avant de se poser sur la table de Michael avec un objectif évident. Parfois, nous devons reconnaître quand certains arrangements ont dépassé leur utilité. Un frisson parcourut l'échine de Michael. Les mots portaient un poids au-delà de leur signification apparente, délivrés avec la précision calculée qui faisait que les cadres expérimentés saisissaient leur téléphone pour mettre à jour leur CV. Michael Clark, annonça Sterling, son sourire aussi tranchant qu'une lame, 15 ans de service dévoué. Un homme qui a tout donné à cette entreprise, y compris, je le soupçonne, plus qu'il ne le réalise. Tous les regards se tournèrent vers la table de Michael. Il sentit Sarah se crisper à côté de lui, sa respiration rapide et superficielle. L'attention de 200 personnes se concentra sur lui avec une intensité inconfortable, attendant quelle que soit la révélation que Sterling avait préparée. « Lève-toi, Michael », ordonna Sterling avec une autorité désinvolte. Que tout le monde voie l'homme qui a été si généreux avec ses contributions à Sterling Motor. Michael se leva lentement, la confusion et une appréhension croissante tourbillonnant dans sa poitrine. Les applaudissements qui avaient accueilli les commentaires précédents de Sterling s'éteignirent, remplacés par un silence expectant, lourd comme des nuages d'orage. Vous voyez, poursuivit Sterling, levant son verre de champagne dans un toast moqueur, Michael ici a été si dévoué à son travail qu'il n'a pas su apprécier ce qu'il avait à la maison. Ce niveau de négligence crée des opportunités pour ceux d'entre nous qui ont un meilleur jugement. Les premiers murmures choqués parcoururent la foule. Michael sentit son monde commencer à basculer, bien qu'il ne comprenait pas encore l'ampleur de ce qui se passait. Sarah, la voix de Sterling caressa le nom de sa femme avec une familiarité intime, « Veux-tu me rejoindre ici, ma chérie ?» Michael se tourna vers sa femme, s'attendant à voir une confusion correspondant à la sienne. Au lieu de cela, il trouva Sarah se levant de sa chaise avec une grâce fluide, son visage composé dans une expression de confiance sereine qui glaça son sang. Elle n'avait pas l'air surprise. Elle n'avait pas l'air confuse. Elle avait l'air préparée. Qu'est-ce qui se passe? La voix de Michael se brisa malgré ses efforts pour garder son calme. Sarah s'arrêta à côté de sa chaise, sa main touchant brièvement son épaule dans un geste qui pourrait sembler de soutien aux observateurs, mais qui semblait un adieu à Michael. « Je suis désolée », murmura-t-elle, les mots à peine audibles au-dessus du murmure croissant des conversations, mais pas vraiment. Elle marcha vers l'avant de la salle à pas mesurés, ses talons claquant contre le plancher de bois dans un rythme qui semblait résonner dans la poitrine de Michael. Sterling tendit la main pour l'aider à monter sur la plateforme légèrement surélevée où se trouvait la table principale, le geste empreint d'une intimité qui parlait de familiarité plutôt que de simple courtoisie. « Mesdames et messieurs », annonça Sterling, son bras glissant autour de la taille de Sarah avec une confiance possessive, « je veux que vous rencontriez tous ma partenaire, à plus d'un titre. » Sarah m'a aidé à comprendre à quel point certains employés peuvent être remplaçables lorsqu'ils ne savent pas apprécier ce qu'ils ont. La salle explosa en conversation choquée. Michael entendit des fragments de commentaires chuchotés, « Je n'arrive pas à croire que ça arrive. » Pauvre Michael. Depuis combien de temps ça dure? Mais les mots semblaient lui parvenir à travers un brouillard épais. Vous voyez, Michael, poursuivit Sterling, sa voix portant clairement au-dessus du brouhaha, Sarah et moi avons développé une relation de travail beaucoup plus étroite ces derniers mois. Nous avons découvert que nous avons des appétits similaires pour l'excellence, que tu as apparemment échoué à satisfaire. Les jambes de Michael semblaient faibles. Il s'agrippa au dossier de sa chaise pour se soutenir, alors que les implications complètes des mots de Sterling s'enfonçaient. Ce n'était pas une révélation spontanée. C'était une humiliation chorégraphiée, planifiée et exécutée avec une précision corporative. En fait, le sourire de Sterling s'élargit, nous avons discuté de ton avenir avec l'entreprise. Sarah m'a aidé à comprendre que ta performance a été, au mieux, adéquate.
15 ans de travail adéquat ne justifient guère un emploi continu dans le marché compétitif d'aujourd'hui. Richard, Sarah parla pour la première fois, sa voix portant clairement à travers la salle silencieuse, ne sois pas trop dur avec lui. Après tout, Michael a servi son but. Il m'a donné de la stabilité pendant que je découvrais ce que je voulais vraiment. La cruauté de ces mots frappa Michael comme un coup physique. Ce n'était pas sa femme qui parlait, ou plutôt, c'était une version de sa femme qu'il n'avait jamais vue auparavant. La femme qu'il avait aimée pendant 12 ans. La femme avec qui il avait construit une vie. La femme en qui il avait eu confiance avec son cœur et son avenir. Et ce que tu veux vraiment, incita Sterling, savourant clairement la performance. Quelqu'un qui sait prendre ce qu'il veut au lieu de demander la permission, répondit Sarah, son regard rencontrant celui de Michael à travers la salle avec une froideur directe. Quelqu'un qui comprend que le pouvoir est plus attirant que la patience. La salle était maintenant complètement silencieuse, 200 personnes assistant à ce qui pourrait être l'humiliation corporative la plus spectaculaire de l'histoire des affaires de Détroit. Michael sentit tous les regards sur lui, certains empreints de pitié, d'autres simplement curieux de savoir comment ce drame se déroulerait. Alors, Michael, Sterling leva à nouveau son verre de champagne, je veux que tu comprennes que tu es remplacé, dans l'entreprise et dans ta maison. Sarah et moi avons décidé que tes services ne sont plus requis dans aucun des deux domaines. Michael trouva enfin sa voix, bien qu'elle lui semblât étrangère. Sarah, est-ce vraiment ce que tu veux? Sa femme, bien qu'il supposât que cette désignation ne s'appliquait plus, inclina la tête avec une considération feinte. Ce que je veux, Michael, c'est un homme qui n'a pas besoin d'instruction pour être un homme. Richard m'a montré ce qui m'a manqué toutes ces années. Peut-être, intervint Sterling avec un timing théâtral, aimerais-tu voir comment un vrai homme gère une femme comme Sarah? Considère cela comme une opportunité éducative. Tu pourrais apprendre quelque chose d'utile pour ta prochaine relation, en supposant que quelqu'un d'autre veuille de toi. La suggestion plana dans l'air comme un gaz toxique. Michael sentit ses genoux fléchir légèrement, l'ampleur complète de son humiliation désormais achevée. Non seulement était-il publiquement cocufié et licencié, mais ses bourreaux lui offraient le privilège d'assister à sa propre dégradation comme divertissement. Je pense, ajouta Sarah avec une désinvolture dévastatrice, que regarder pourrait en fait être bon pour Michael. Il a toujours été meilleur à observer qu'à participer, de toute façon. Le rire qui éclata de Sterling était riche et authentique, le son d'un prédateur savourant sa proie. Quelques rires nerveux parcoururent la foule, des réponses hésitantes de personnes incertaines de la manière de réagir à un tel théâtre corporatif sans précédent. Michael regarda autour de la salle, voyant des visages qu'il connaissait depuis des années, des collègues avec qui il avait partagé des pauses café et des délais de projet, des gens qui avaient assisté à ses anniversaires et au rassemblement des fêtes. Certains détournèrent les yeux, gênés. D'autres observaient avec la fascination réservée aux accidents de la route et aux catastrophes naturelles. Je pense, dit lentement Michael, sa voix gagnant en force à chaque mot, que j'en ai assez vu. Il marcha vers la sortie avec autant de dignité qu'il pouvait en rassembler, ignorant les conversations chuchotées qui éclataient dans son sillage. Derrière lui, il entendit la voix de Sterling porter clairement à travers la salle, « Sarah, ma chérie, continuons-nous cette conversation dans un endroit plus privé? Je crois que nous avons des affaires inachevées à régler. » La dernière chose que Michael entendit avant que les portes du country club ne se referment derrière lui fut le rire de sa femme, Claire, insouciant et complètement méconnaissable. La maison semblait différente lorsqu'il revint du country club, comme si l'architecture elle-même s'était modifiée pour s'adapter à sa nouvelle réalité. Chaque photo, chaque meuble, chaque décoration soigneusement choisie semblait maintenant le narguer avec des rappels de la vie qu'il pensait vivre. Il se versa 3 doigts de bourbon, le bon, celui qu'ils avaient gardé pour les occasions spéciales, et s'installa dans son fauteuil en cuir près de la fenêtre. L'ironie ne lui échappait pas. Ceci qualifiait certainement comme une occasion spéciale, bien que pas du genre qu'ils avaient anticipé lors de l'achat de la bouteille. Le téléphone de Michael vibrait à répétition avec des messages de collègues ayant assisté aux événements de la soirée. Il les ignora tous, incapable d'affronter le mélange de pitié et de curiosité morbide qui caractériserait ces conversations. Au lieu de cela, il resta assis dans l'obscurité, repassant chaque interaction des derniers mois, cherchant des indices qu'il avait manqués. Les signes étaient là, réalisa-t-il avec la clarté aiguë qui vient d'une dévastation complète. L'attention accrue de Sarah à son apparence, ses activités mystérieuses l'après-midi, son intérêt soudain pour son emploi du temps professionnel et ses relations d'affaires, les appels téléphoniques qui se terminaient abruptement lorsqu'il entrait dans la pièce,
L'enthousiasme nouveau pour les événements de l'entreprise qu'elle avait auparavant enduré avec une résignation polie. Depuis combien de temps planifiait-elle cela? Combien de leurs conversations intimes avaient été des missions de reconnaissance? Combien de ses sourires avaient été des performances conçues pour le garder complaisant pendant qu'elle orchestrait sa destruction? Le bruit d'une voiture dans l'allée interrompit sa sombre méditation. Michael ne bougea pas de son fauteuil lorsqu'il entendit la clé de Sarah dans la porte d'entrée, ses talons claquant sur le parquet du foyer avec le même rythme qui avait annoncé sa trahison quelques heures plus tôt. Michael. Sa voix portait cette tonalité familière de sollicitude domestique, comme si rien n'avait changé entre eux. Es-tu à la maison? Il prit une autre gorgée de bourbon, ne disant rien. Qu'elle le trouve. Qu'elle voit ce que sa performance avait accompli. Sarah apparut dans l'embrasure de la porte du salon, portant toujours la robe noire soigneusement choisie pour un impact maximal lors de son moment de révélation. Dans la faible lumière du couloir, elle ressemblait à une étrangère portant le visage de sa femme. « Il faut qu'on parle, dit-elle, s'avançant vers la chaise opposée avec des pas prudents. « Vraiment ?» La voix de Michael était stable, contrôlée. « Je pensais que ta présentation ce soir avait tout couvert de manière assez complète. » Sarah s'installa dans la chaise en face de lui, croisant les jambes avec une élégance étudiée. « Tu dois comprendre, ce n'est pas personnel, Michael. C'est juste pratique. » Le mot le frappa comme une gifle. Pratique. 12 ans de mariage réduit à une analyse coût-avantage. « Depuis combien de temps ?» demanda-t-il simplement. « Est-ce que ça importe ? » « Ça importe pour moi. » Sarah soupira, le son portant plus d'irritation que de regret. 6 mois, peut-être 7. Richard et moi avons commencé à parler lors de la réunion du conseil d'administration au printemps, et les choses se sont développées naturellement. Naturellement, répéta Michael, goûtant les implications amères du mot. Et le plan pour m'humilier publiquement? Ça s'est aussi développé naturellement? Pour la première fois ce soir-là, Sarah sembla mal à l'aise. Elle joua avec son alliance, un geste qui parut particulièrement obscène à Michael dans ces circonstances. C'était l'idée de Richard. Il a dit que ce serait plus propre, plus définitif. Pas de procédure de divorce compliquée. Pas de question sur qui obtient quoi. Juste une rupture nette. Propre. Un autre mot qui révélait la nature calculatrice de sa trahison. Et qu'est-ce que tu gagnes exactement dans cet arrangement, Sarah? À part la valeur évidente de divertissement de détruire la vie de ton mari devant 200 personnes? La composure de Sarah vacilla légèrement, révélant un éclair de la détermination qui avait probablement attiré l'attention de Sterling. J'obtiens une vraie vie, Michael. Une vie avec quelqu'un qui a un vrai pouvoir, qui peut me donner des choses que tu n'as jamais pu. Sécurité, statut, excitation, tout ce qui m'a manqué en jouant à la maison avec un ingénieur qui pense que les évaluations annuelles de performance constituent une aventure. L'honnêteté était plus dévastatrice que sa cruauté précédente. Au moins, l'humiliation publique avait semblé théâtrale. Celle-ci semblait vraie. Tu aurais pu simplement demander le divorce, dit Michael calmement. Nous aurions pu gérer cela comme des adultes. Vraiment? Sarah se pencha en avant, ses yeux brillants de conviction. Tu m'aurais combattu sur tout. La maison, les voitures, les investissements. Tu aurais rendu cela laid et coûteux. De cette façon, tu n'obtiens rien, et j'obtiens tout ce que je veux sans avoir à le justifier devant des avocats et des juges. Michael posa son verre de bourbon avec une précision soigneuse. Et qu'en est-il des 15 ans que j'ai investis chez Sterling Motor? Et ma carrière, mes projets, ma réputation professionnelle? Dommages collatéraux, répondit Sarah avec un haussement d'épaules qui exprimait une indifférence complète à sa destruction professionnelle. Richard dit que l'industrie automobile change de toute façon. Les ingénieurs traditionnels comme toi deviennent obsolètes. Il te fait une faveur en te forçant à t'adapter. Le rejet désinvolte de l'œuvre de sa vie frappa Michael plus fort que toutes ses attaques personnelles. Sarah venait de réduire des décennies d'expertise, d'innovation et de dévouement à un obstacle gênant sur son chemin vers un avenir plus excitant. Je vois, dit Michael, se levant lentement, ses mouvements délibérés et contrôlés. Et où comptes-tu mener cette nouvelle vie? Je suppose que tu ne resteras pas ici. En fait, le sourire de Sarah revint, acéré et prédateur, Richard et moi en avons discuté aussi. Puisque tu seras bientôt sans emploi, tu ne pourras pas te permettre les paiements de l'hypothèque de toute façon. Il est plus logique que tu trouves un endroit plus petit, plus adapté à tes nouvelles circonstances.
Michael sentit quelque chose de froid et dur se cristalliser dans sa poitrine. Mais nouvelle circonstance. Un homme sans emploi, sans perspective, sans connexion dans l'industrie. Sarah énuméra ses échecs avec une précision clinique. Les amis de Richard contrôlent la plupart des entreprises automobiles de Détroit. Trouver un autre poste à ton niveau sera un défi. L'ampleur complète de sa destruction devenait claire. Ce n'était pas juste de l'adultère et une humiliation publique. C'était un assassinat professionnel, soigneusement planifié et exécuté avec une efficacité corporative. Sterling et Sarah avaient systématiquement démantelé chaque aspect de sa vie, de son mariage à sa carrière en passant par sa sécurité financière. Vous avez pensé à tout, observa Michael. Nous l'avons fait, répondit Sarah, se levant aussi, lissant sa robe avec des mouvements qui semblaient souligner tout ce qu'il perdait. Ils restent chez Richard ce soir. Demain, ils reviendront chercher mes affaires. Je te suggère d'utiliser ce temps pour t'adapter à la réalité. Elle se dirigea vers la porte, puis s'arrêta, comme si elle se souvenait de quelque chose d'important. Oh, et Michael, Richard voulait que je te dise que ta lettre de démission devrait être sur son bureau lundi matin. Il est prêt à fournir une référence neutre si tu ne rends pas les choses difficiles. Avec cette insulte finale, elle partit, laissant Michael seul dans la maison qui ne semblait plus être un foyer. Il entendit sa voiture démarrer dans l'allée, le bruit s'évanouissant alors qu'elle s'éloignait vers sa nouvelle vie avec l'homme qui avait orchestré sa destruction. Michael retourna à son fauteuil et à son bourbon, regardant le paysage de banlieue qui représentait autrefois tout ce pour quoi il avait travaillé. Le quartier semblait le même, mais tout avait changé. En une seule soirée, il avait perdu sa femme, son emploi, sa maison et son avenir. Mais alors qu'il était assis dans l'obscurité, autre chose commença à prendre forme dans l'esprit de Michael. Sterling et Sarah avaient été méthodiques dans la destruction de sa vie, planifiant chaque détail avec une précision corporative. Ils avaient anticipé ses réactions, calculé ses réponses et préparé chaque éventualité, sauf une. Ils avaient supposé qu'il accepterait leur verdict, qu'il se rendrait discrètement et disparaîtrait dans le chômage et le divorce avec la résignation passive qu'ils attendaient d'un homme qu'ils venaient de neutraliser publiquement. Ils avaient tort. Michael Clark avait construit des choses toute sa carrière, des moteurs, des systèmes, des solutions à des problèmes complexes qui nécessitaient patience, précision et la capacité de voir comment de petits composants se combinaient pour créer des résultats puissants. Si Sterling et Sarah voulaient jouer à des jeux de destruction, ils allaient découvrir que leurs victimes possédaient des compétences qu'ils n'avaient jamais pris la peine de considérer. Alors que les premières lueurs de l'aube touchaient les fenêtres de sa maison bientôt perdue, Michael commença à planifier. Pas de la vengeance, c'était trop grossier, trop émotionnel. Ce que Sterling et Sarah lui avaient fait nécessitait quelque chose de plus sophistiqué, de plus complet. Il voulait le voir détruit? Très bien. Mais d'abord, il allait leur apprendre la différence entre être vaincu et être éliminé. Le jeu était loin d'être terminé. En fait, Michael réalisa avec une clarté croissante, il n'avait même pas commencé. Le lundi matin arriva avec une clarté cristalline qui rendait presque belle la ligne d'horizon de Détroit. Michael Clark ajusta sa cravate dans le reflet du haut en verre de Sterling Motor, notant comment le même costume qui lui semblait une armure 3 jours plus tôt ressemblait maintenant à un costume. Il jouait un rôle désormais, l'ingénieur brisé, vaincu, acceptant son sort avec une résignation silencieuse. La performance commença dès qu'il sortit de l'ascenseur à l'étage exécutif. La secrétaire de Richard Sterling lui offrit un sourire qui parvenait à exprimer à la fois pitié et distance professionnelle. « Monsieur Sterling vous attend. »« Bien sûr qu'il m'attend, » répondit Michael, laissant juste assez de défaite colorer sa voix. Qu'elle pense qu'il se rendait. Que tout le monde pense cela. Le bureau de Sterling occupait un coin du bâtiment, avec des vues panoramiques sur le centre-ville de Détroit et la rivière au-delà. L'espace était conçu pour intimider, des fenêtres du sol au plafond, du marbre importé, des meubles qui coûtaient plus que le salaire annuel de la plupart des gens. Sterling lui-même était assis derrière un bureau de la taille d'un petit porte-avions, examinant des documents avec une concentration théâtrale. Ah, Michael, pile à l'heure. Sterling ne leva pas les yeux immédiatement, un jeu de pouvoir si évident qu'il frôlait la parodie. J'espère que tu as passé un week-end reposant pour digérer les récents développements. Très reposant, répondit Michael, s'installant dans la chaise en face du bureau de Sterling. J'ai eu le temps de réfléchir à ma trajectoire de carrière. Excellent. Sterling leva enfin la tête, son sourire portant la satisfaction d'une victoire complète. J'ai préparé ta lettre de démission.
Il ne manque plus que ta signature. Le document était exactement ce à quoi Michael s'attendait, un formulaire corporatif fade qui acceptait l'entière responsabilité des déficiences de performance et renonçait à toute réclamation contre l'entreprise. Il était conçu pour protéger Sterling Motor contre les poursuites pour licenciement abusif tout en détruisant complètement la réputation professionnelle de Michael. Très minutieux, observa Michael, parcourant le langage juridique. Vous avez couvert toutes les bases. J'ai appris que l'attention aux détails prévient les complications futures, répondit Sterling, s'adossant à sa chaise exécutive, rayonnant de confiance. Signe, Michael. Ne rends pas cela plus difficile que nécessaire. Michael prit le stylo, sentant son poids comme une arme dans sa main. Avant que je ne signe, je suis curieux à propos de quelque chose. Depuis combien de temps vous et Sarah planifiez-vous cette restructuration particulière? Le rire de Sterling était riche de satisfaction. Planifier suggère que nous avons dû y travailler. La vérité, Michael, c'est que les opportunités se sont présentées, et nous en avons simplement profité. Sarah était assez réceptive à une approche plus dynamique de votre mariage. Dynamique, répéta Michael, laissant une note de curiosité authentique entrer dans sa voix. Je suppose qu'elle apprécie également votre sens des affaires. Sterling Motor a été remarquablement rentable sous votre direction. La rentabilité nécessite de la vision, répondit Sterling, sa poitrine se gonflant de fierté. Comprendre les opportunités de marché que les autres manquent. Savoir quand prendre des risques calculés pour un rendement maximal. Michael hocha la tête avec appréciation, enregistrant la réponse de Sterling pour référence future. J'imagine que ces risques calculés impliquent des approches innovantes pour, disons, l'optimisation des revenus. Quelque chose vacilla dans les yeux de Sterling, un moment d'incertitude rapidement masqué par une confiance renouvelée. Je ne suis pas sûr de ce que tu insinues, Michael. Rien du tout, assura Michael, signant la lettre de démission avec des traits délibérés. J'admire simplement la sophistication de votre modèle d'affaires, la manière dont vous avez structuré les contrats avec les fournisseurs étrangers, par exemple. Une comptabilité très créative. Le sourire de Sterling devint rigide. Je pense que cette conversation a assez duré. Bien sûr. Michael se leva, laissant le document signé sur le bureau. Je viderai mon bureau cet après-midi. Merci pour l'expérience éducative. Il se dirigea vers la porte, puis s'arrêta, comme frappé par une réflexion tardive. Oh, et Richard, passez mes salutations à Sarah. Dites-lui que j'espère qu'elle appréciera sa nouvelle vie. La descente en ascenseur vers l'étage de l'ingénierie donna à Michael le temps d'analyser les réactions de Sterling. L'homme était arrogant, oui, mais aussi nerveux à propos de quelque chose. La mention des fournisseurs étrangers avait définitivement touché une corde sensible, confirmant les soupçons de Michael concernant les irrégularités qu'il avait remarquées dans les rapports financiers de l'entreprise au cours de l'année précédente. Son bureau semblait un musée de sa vie passée, 15 ans de projets, de récompenses et de photographies documentant une carrière qui n'existait plus. Alors qu'il emballait ses affaires personnelles, des collègues s'arrêtèrent pour offrir des condoléances maladroites et des expéditions de pêche pour des ragots sur les événements du week-end. Quel dommage, murmura Janet Morrison en l'aidant à emballer ses revues techniques. Tout le monde sait que Richard Sterling est un serpent, mais personne ne s'attendait à ça. La vie est pleine de surprises, répondit Michael, enveloppant son diplôme d'ingénieur encadré dans du papier journal. Le truc, c'est de s'adapter aux nouvelles circonstances. À 17 heures, la vie professionnelle de Michael chez Sterling Motor avait été réduite à 3 boîtes en carton et un sac plastique contenant 15 ans d'accessoires de bureau accumulés. Il chargea tout dans sa voiture, notant comment les caméras de sécurité suivaient ses mouvements à travers le parking. Sterling était paranoïaque à propos de l'espionnage corporatif, un trait de caractère que Michael trouvait de plus en plus intéressant. Ce soir-là, Michael fit son premier mouvement stratégique. Les pages jaunes, ce répertoire anachronique que la plupart des gens avaient oublié, listait encore les détectives privés sous les services professionnels. L'annonce de Jake Thompson était petite, professionnelle, et promettait des enquêtes discrètes pour des affaires corporatives et personnelles. Le bureau de Thompson occupait le 2e étage d'un bâtiment fatigué du centre-ville de Détroit, le genre d'endroit où poser trop de questions sur la clientèle était considéré comme de mauvais goût. L'homme lui-même était plus jeune que Michael ne s'y attendait, peut-être début de la quarantaine, avec une silhouette élancée et des yeux alertes, habitué à observer des détails que les autres manquaient. « Monsieur Clark, dit Thompson après que Michael eut expliqué sa situation en termes soigneusement neutres, vous parlez d'enquêter sur un cadre d'une entreprise du Fortune 500.
Ce n'est pas une surveillance d'adultère en petite ville. Je comprends la complexité, répondit Michael. Je suis également prêt à payer pour une investigation approfondie. Thompson l'étudia un long moment. Que espérez-vous trouver exactement? Honnêtement, je ne suis pas sûr. Mais Richard Sterling n'a pas construit sa carrière uniquement sur son expertise en ingénierie automobile. Un homme ne devient pas vice-président d'une grande entreprise à 45 ans sans prendre de raccourcis. Et les raccourcis laissent des preuves. Des preuves de quoi, précisément? Michael choisit ses mots avec soin. Sterling Motor a rapporté des profits remarquablement constants au cours des 5 dernières années, malgré des fluctuations importantes sur le marché automobile. Ce niveau de stabilité suggère soit un sens des affaires extraordinaire, soit des approches créatives pour les rapports financiers. L'expression de Thompson s'aiguisa d'intérêt. Vous pensez qu'il truque les comptes? Je pense qu'il est un homme qui croit que les règles ne s'appliquent pas à lui. Les hommes comme ça limitent rarement leurs infractions aux relations personnelles. Et si je trouve des preuves d'irrégularité financière? Alors, nous traverserons ce pont quand nous y serons, dit Michael, sortant son chéquier. Combien vous faut-il pour commencer? 3 jours plus tard, Thompson appela avec des conclusions préliminaires qui dépassaient les attentes les plus optimistes de Michael. Ils se rencontrèrent dans un café à Royal Oak, loin de Sterling Motor et du quartier des affaires du centre-ville de Détroit. Vos instincts étaient corrects, dit Thompson sans préambule, glissant une enveloppe Kraft sur la petite table. Sterling a été très occupé en dehors de ses fonctions corporatives officielles. Michael ouvrit l'enveloppe pour trouver des photographies, des documents financiers et ce qui semblait être des transcriptions de conversations enregistrées. Les images montraient Sterling rencontrant des hommes qui semblaient distinctement mal à l'aise en tenue d'affaires, le genre de personnes plus habituées à résoudre des problèmes par des actions directes que par des rapports trimestriels. Blanchiment d'argent, demanda Michael, étudiant une photo de Sterling serrant la main d'un homme dont les tatouages au cou étaient partiellement visibles au-dessus de son col. Entre autres choses. Votre ancien patron utilise Sterling Motor comme façade pour blanchir de l'argent provenant de plusieurs entreprises criminelles de la région de Détroit. Les contrats de fournisseurs étrangers que vous avez mentionnés? La plupart sont des sociétés écrans contrôlées par des familles du crime organisé. Michael sentit une satisfaction froide s'installer dans sa poitrine. De combien d'argent parlons-nous? Estimation conservatrice, 20 à 30 millions sur les 3 dernières années. Sterling prend un pourcentage, fournit des factures propres via le système comptable de l'entreprise, et tout le monde en profite, sauf l'IRS et les actionnaires légitimes. Et vous avez de la documentation pour tout ça? Thompson tapota l'enveloppe. Relevé bancaire, confirmation de virement, conversation enregistrée entre Sterling et ses partenaires criminels. Votre ancien patron est remarquablement négligent en matière de sécurité opérationnelle lorsqu'il pense traiter avec des subordonnés. Michael étudia les preuves avec la même attention méthodique qu'il avait autrefois appliquée aux spécifications des moteurs. Chaque document racontait une partie d'une histoire plus vaste, l'exploitation systématique par Sterling de sa position corporative pour un enrichissement personnel, ses liens avec des organisations criminelles, son mépris complet des limites légales et éthiques. Quelle est votre évaluation professionnelle? Demanda Michael. Si ces informations atteignaient les bonnes autorités, Richard Sterling risquerait 20 à 25 ans en prison fédérale. Blanchiment d'argent, évasion fiscale, accusation de conspiration où les procureurs fédéraux auraient assez de preuves pour construire un dossier inattaquable. Et Sterling Motor lui-même? Cela dépend de l'ampleur de la corruption. Au minimum, des amendes massives et une surveillance réglementaire. Au maximum, une dissolution corporative et des accusations criminelles pour tout cadre qui était au courant de l'opération de blanchiment d'argent. Michael ferma l'enveloppe, son esprit calculant déjà les implications. Sterling avait détruit sa vie avec une précision chirurgicale, mais il s'était également rendu vulnérable à une contre-attaque tout aussi systématique. L'arrogance de l'homme l'avait aveuglé face aux armes que sa victime possédait. J'ai besoin de copies de tout, dit Michael. Plusieurs ensembles, stockés à différents endroits. C'est déjà fait. Thompson se pencha en avant, son expression sérieuse. Mais Michael, une fois que vous appuyez sur la gâchette, il n'y a pas de retour en arrière. Sterling ne perdra pas seulement son emploi. Il perdra tout. Bien, répondit Michael sans hésitation. Il l'a mérité. La nouvelle routine de Michael commençait à l'aube chaque matin, avec du café et une revue minutieuse des preuves fournies par Thompson. Chaque document, chaque photographie,
Chaque conversation enregistrée devenait une partie d'un plan de bataille complet conçu pour démanteler la vie de Richard Sterling avec la même précision méthodique que Sterling avait utilisée pour détruire la sienne. La première phase impliquait de comprendre l'ampleur complète des activités criminelles de Sterling. Michael étala les documents financiers sur la table de sa salle à manger, utilisant ses compétences analytiques pour retracer les flux d'argent entre Sterling Motor et les sociétés écrans qui servaient de façade pour les entreprises criminelles. Le schéma qui émergea était d'une audace stupéfiante. Sterling avait essentiellement transformé une entreprise automobile légitime en une vaste opération de blanchiment d'argent. Les contrats de fournisseurs étrangers étaient des chefs-d'œuvre de comptabilité créative. Des sociétés qui n'existaient que sur papier soumettaient des factures pour des pièces automobiles jamais fabriquées, encore moins livrées. Sterling Motor payait ses factures via des comptes professionnels légitimes, tandis que les sociétés écrans transféraient de l'argent propre à leurs clients criminels, moins la commission substantielle de Sterling. Michael photographia chaque document, créant des copies numériques qu'il stocka sur des disques cryptés cachés dans toute sa maison. Si Sterling voulait jouer à des jeux de destruction, il allait apprendre que son adversaire possédait une appréciation d'ingénieur pour la redondance systématique. La deuxième phase nécessitait de la patience. Michael ne pouvait pas simplement déverser les preuves sur les agences d'application de la loi sans une préparation minutieuse. Les procureurs fédéraux avaient besoin de temps pour construire des dossiers, et une exposition prématurée donnerait à Sterling des opportunités de détruire des preuves ou de fuir le pays. Au lieu de cela, Michael lança une campagne soigneuse de partage d'informations anonymes conçue pour déclencher plusieurs enquêtes simultanément. L'IRS reçut des copies des dossiers financiers de Sterling, mettant en évidence les écarts entre les revenus déclarés et les dépenses de style de vie. La division des crimes financiers du FBI trouva des informations détaillées sur les opérations de blanchiment d'argent dans leur ligne de dénonciation anonyme. La police de l'État du Michigan reçut des preuves des connexions de Sterling avec des figures du crime organisé, tandis que la Security and Exchange Commission apprit des fraudes potentielles sur les titres impliquant les rapports financiers de Sterling Motor. Chaque agence reçut assez d'informations pour justifier l'ouverture d'enquêtes, mais pas assez pour alerter Sterling sur l'ampleur de ce qui arrivait. Michael programma soigneusement les livraisons, s'assurant que plusieurs agences d'application de la loi commenceraient leurs enquêtes à quelques jours d'intervalle, rendant impossible pour Sterling de contenir les dommages par ses canaux habituels de corruption et d'influence. La troisième phase était plus personnelle. Michael retourna chez Sterling Motor en tant que contractant embauché par une agence temporaire pour aider à la transition de ses anciens projets. L'ego de Sterling exigeait que sa victime assiste à son triomphe complet, ignorant qu'il fournissait à Michael un accès parfait aux systèmes internes de l'entreprise. Michael, Sterling l'accueillit avec une chaleur feinte lorsqu'il apparut dans le département d'ingénierie, comme c'est agréable de te voir t'adapter à tes nouvelles circonstances. J'espère que le travail de contractant paie adéquatement. Ça paie assez, répondit Michael, laissant juste assez de résignation colorer sa voix. Merci de m'avoir recommandé à l'agence temporaire. Bien sûr, le sourire de Sterling était acéré de satisfaction. Je crois en l'aide aux employés déplacés pour trouver des opportunités appropriées. Je suis sûr que tu excelleras dans des responsabilités plus simples. Michael hocha la tête avec appréciation, jouant son rôle à la perfection. Pendant ce temps, il utilisa son accès de contractant pour copier des fichiers supplémentaires depuis le système informatique de Sterling, y compris une correspondance révélant toute l'ampleur de l'opération de blanchiment d'argent. Les archives de courriel de Sterling étaient une mine d'or de preuves incriminantes, relatant des années d'activité criminelle avec la confiance désinvolte d'un homme qui se croyait intouchable. Mais la découverte la plus dévastatrice de Michael vint d'une observation minutieuse de la routine quotidienne de Sterling. L'homme était remarquablement négligent concernant ses activités criminelles, menant des conversations téléphoniques sensibles dans son bureau sans se soucier d'une éventuelle surveillance. Michael utilisa ses connaissances en ingénierie pour identifier les points faibles acoustiques dans le bureau de Sterling, des endroits où des dispositifs d'écoute sensibles pourraient être placés sans détection. Thompson s'occupa de l'installation technique, plaçant des microtransmetteurs dans des endroits qui captureraient les conversations téléphoniques de Sterling et ses réunions avec des associés criminels. En quelques semaines, ils avaient des heures d'enregistrement documentant tout, des transactions spécifiques de blanchiment d'argent aux discussions désinvoltes de Sterling sur le paiement de pots de vin à des fonctionnaires. Votre ancien patron est incroyablement stupide, observa Thompson lors d'une de leurs réunions régulières. Il crée essentiellement un enregistrement audio complet de ses activités criminelles. Arrogance, répondit Michael, examinant les transcriptions des conversations enregistrées de Sterling. Il a opéré sans conséquence pendant si longtemps qu'il a oublié la possibilité de rendre des comptes.
Les enregistrements révélèrent un autre détail crucial, la relation de Sterling avec Sarah était principalement transactionnelle. L'homme la voyait comme un trophée, une preuve de son pouvoir de prendre ce qu'il voulait aux subordonnés. Ses conversations privées à son sujet étaient crues, dédaigneuses, remplies du mépris désinvolte de quelqu'un qui ne valoriserait jamais les autres comme autre chose que des objets pour son plaisir. Michael se trouva étrangement reconnaissant pour ces révélations. Elle confirmait que la trahison de Sarah avait été motivée par le calcul plutôt que par une émotion sincère, rendant sa vengeance à venir moins personnelle et plus comme la correction systématique d'une erreur stratégique. La 4e phase commença lorsque les enquêtes commencèrent à produire des résultats visibles. Michael surveillait les reportages d'actualité et les dépôts légaux, observant les agences fédérales commencer le processus lent et méthodique de construction de dossiers contre Sterling Motor et son leadership exécutif. La première indication publique vint d'un dépôt obscur en cour fédérale, une motion pour des mandats de surveillance mentionnant Sterling Motor en lien avec des enquêtes sur le blanchiment d'argent. La plupart des gens auraient manqué l'importance, mais Michael attendait précisément ce développement. Il le célébra en envoyant à Sterling un cadeau anonyme, une coupure de journal sur les enquêtes fédérales dans la corruption de l'industrie automobile, avec une note manuscrite, pensait que cela pourrait intéresser un collègue concerné. La réaction de Sterling fut immédiate et dramatique. L'homme apparut dans le département d'ingénierie le lendemain matin. L'air hagard, sa confiance habituelle remplacée par une anxiété évidente. Il exigea de savoir qui avait accès à son bureau, si quelqu'un avait remarqué une activité inhabituelle, si des employés avaient posé des questions sur les finances de l'entreprise. Paranoïaque, non, murmura un ancien collègue de Michael pendant une pause café. Sterling agit comme si quelqu'un le surveillait. Peut-être que quelqu'un le fait, répondit Michael de manière neutre, bien qu'il ressentit une profonde satisfaction face à la détresse évidente de Sterling. La 5e phase s'accéléra rapidement alors que les agences d'application de la loi coordonnaient leurs efforts. Des mandats de perquisition fédéraux furent exécutés simultanément au siège de Sterling Motor, à la résidence personnelle de Sterling et dans plusieurs sociétés écrans liées à l'opération de blanchiment d'argent. Les raids firent les nouvelles locales, les reporters spéculant sur la corruption dans l'industrie automobile de Détroit. Michael regarda la couverture médiatique depuis son salon, ressentant la même satisfaction qu'il avait autrefois tirée de voir ses conceptions de moteur fonctionner exactement comme prévu. Chaque élément de son plan avançait avec une précision mécanique, chaque phase s'appuyant sur la précédente pour créer un élan imparable vers la destruction de Sterling. Sarah l'appela ce soir-là, pour la première fois depuis la fête d'entreprise. Michael, quelque chose de terrible se passe, dit-elle sans préambule, sa voix tendue par la panique. Le FBI a perquisitionné le bureau de Richard aujourd'hui. Ils ont pris des boîtes de dossiers, des ordinateurs, tout. J'en ai entendu parler aux nouvelles, répondit Michael, maintenant une neutralité soigneuse. Les enquêtes corporatives ne sont jamais agréables. Ce n'est pas juste corporatif, Michael. Il parle de chefs d'accusation criminels, de blanchiment d'argent et de connexion avec le crime organisé. Richard dit que quelqu'un l'a piégé, que tout cela est une sorte d'attaque coordonnée. Les attaques coordonnées nécessitent généralement une coordination, observa Michael. Richard a-t-il envisagé la possibilité que ces problèmes légaux puissent être auto-infligés? Ce n'est pas drôle, la voix de Sarah se brisa de peur véritable. Si Richard va en prison, si l'entreprise s'effondre? Michael, je n'ai nulle part où aller. Michael sentit un sourire froid toucher ses lèvres. Ça semble être un problème personnel, Sarah. S'il te plaît, murmura-t-elle. Nous devons parler. Je pense que j'ai fait une erreur. Je suis sûr que tu l'as fait, acquiesça Michael. Plusieurs, en fait. Il raccrocha avant qu'elle ne puisse répondre, puis éteignit son téléphone. Demain apporterait la prochaine phase de la destruction de Sterling, et Michael voulait savourer ce moment d'isolement parfait du chaos qu'il avait créé. L'effondrement du cours de l'action de Sterling Motor commença à 9h30, heure de l'Est, un mardi de novembre, déclenché par un article du Wall Street Journal détaillant l'enquête sur le blanchiment d'argent. Le titre, un cadre automobile fait face à des accusations fédérales dans un stratagème de blanchiment de 30 millions de dollars, était tout ce que Michael avait espéré et plus encore. Il observa la réaction du marché depuis un café près du siège de Sterling Motor, son ordinateur portable ouvert sur des sites financiers suivant la valeur de l'entreprise en chute libre en temps réel. Chaque point de pourcentage de déclin représentait des millions de dollars de richesses évaporées, dont une grande partie appartenait personnellement à Richard Sterling. La réponse de Sterling fut prévisiblement désespérée.
Michael observa, depuis sa position de contractant, l'homme tenir des réunions de plus en plus frénétiques avec des avocats, des comptables et des spécialistes en relations publiques. Les conversations enregistrées capturées par Thompson pendant cette période révélaient un homme réalisant lentement l'ampleur de sa destruction. 25 ans, fut entendu Sterling dire lors d'une conversation téléphonique enregistrée avec ses associés criminels. Les accusations fédérales de blanchiment d'argent entraînent un minimum de 25 ans. Ils ont des relevés bancaires, des virements, des conversations enregistrées au tout. Comment est-ce possible? Tu as dit que cette opération était à l'épreuve des balles, exigea son associé. Quelqu'un a planifié cela pendant des mois, répondit Sterling, sa voix creuse de choc. Ce n'est pas une découverte fortuite des forces de l'ordre. C'est un ciblage systématique, un timing coordonné, une enquête professionnelle. Quelqu'un voulait ma destruction. Michael sourit de la précision de l'évaluation de Sterling. L'homme démontrait enfin l'intelligence qui l'avait rendu dangereux, bien trop tard pour empêcher sa chute. L'enquête criminelle s'accéléra à une vitesse stupéfiante. Les procureurs fédéraux avaient assemblé un dossier inattaquable construit sur les preuves fournies par Michael, complété par des matériaux supplémentaires saisis lors des raids. Les dossiers financiers de Sterling peignaient un tableau clair de blanchiment d'argent systématique, tandis que les conversations enregistrées fournissaient aux procureurs des aveux détaillés d'activités criminelles. Sterling Motor lui-même faisait face à une dissolution potentielle alors que les autorités fédérales cherchaient à récupérer les fonds blanchis et à imposer des pénalités criminelles à l'entreprise. Les employés légitimes de l'entreprise se retrouvèrent pris entre deux feux, faisant face au chômage alors que leur employeur s'effondrait sous le poids de la criminalité exécutive. Michael ne ressentait aucune sympathie pour ses victimes collatérales. Sterling n'avait montré aucune considération pour les vies qu'il avait détruites dans sa quête d'enrichissement personnel. La chute de l'homme était simplement la conséquence naturelle des choix qu'il avait faits librement et à plusieurs reprises pendant plusieurs années. La dimension personnelle de la destruction de Sterling s'avéra tout aussi satisfaisante. Ses actifs furent gelés dans le cadre de l'enquête fédérale, le laissant incapable d'accéder à la richesse qu'il avait accumulée grâce à des années d'activité criminelle. La maison, les voitures de luxe, les œuvres d'art coûteuses, tout fut marqué comme preuve dans les procédures criminelles en cours. Sarah se retrouva dans une position impossible. Son association avec Sterling la rendait toxique pour les cercles sociaux de Détroit, tandis que son traitement de Michael avait éliminé toute possibilité de sympathie de la part de ses anciens amis. Elle était piégée entre une enquête criminelle et les conséquences sociales de ses choix. Elle apparut à la porte de Michael un jeudi soir froid de fin novembre, portant des vêtements qui semblaient coûteux mais montraient des signes d'usure. La femme qui l'avait publiquement humiliée 6 semaines plus tôt semblait maintenant désespérée, effrayée, diminuée. « Michael, s'il te plaît, dit-elle lorsqu'il ouvrit la porte. J'ai besoin d'aide. Il l'étudia un long moment, notant les cernes sous ses yeux, la manière dont ses mains tremblaient légèrement en parlant. De l'aide pourquoi, exactement? Richard a été arrêté. Accusation fédérale, pas de caution. Ses avocats disent qu'il risque des décennies en prison. Sa voix se brisa légèrement. Tous ses actifs sont gelés à la maison, les voitures, tout. Je n'ai accès à aucun argent. Ça semble malheureux, répondit Michael, ne faisant aucun geste pour l'inviter à entrer. Je sais ce que tu penses, continua Sarah désespérément. Je sais que je t'ai fait du mal. Je sais que j'ai fait des choix terribles. Mais Michael, tu me connais. Tu sais que je ne suis pas une criminelle. Je me suis juste laissé emporter par quelque chose que je ne comprenais pas. Que tu ne comprenais pas. La voix de Michael resta soigneusement neutre. Tu semblais comprendre parfaitement quand tu m'humiliais devant 200 personnes. C'était l'idée de Richard. Il a dit que ce serait plus propre, plus définitif. Je suis juste allé avec parce que je pensais qu'il savait ce qu'il faisait. Michael faillit rire de la révision désespérée de l'histoire. Tu pensais qu'un homme qui utilisait des entreprises automobiles pour blanchir de l'argent pour des figures du crime organisé savait ce qu'il faisait? Les yeux de Sarah s'élargirent de choc. Tu sais pour le blanchiment d'argent? Je sais tout, Sarah. Les sociétés écrans, les associés criminels, l'enquête fédérale qui va mettre ton petit ami en prison pour le reste de sa vie. Michael avança légèrement, la forçant à reculer de la porte. Je sais parce que j'ai fourni les preuves qui le détruisent. L'aveu frappa Sarah comme un coup physique. Elle recula en titubant, son visage se vidant de couleur alors que les implications s'enfonçaient. Toi, tu as fait ça? J'ai fait exactement ce que Richard m'a appris à faire,
répondit Michael calmement. J'ai identifié une cible, rassemblé des renseignements et exécuté un plan conçu pour un impact maximal. La seule différence est que mon plan était basé sur des preuves réelles plutôt que sur un fantasme criminel. Mais Michael, je ne savais pas pour les activités criminelles. Je pensais que Richard était juste prospère, puissant. Je ne savais pas qu'il enfreignait la loi. Ton ignorance ne constitue pas l'innocence, Sarah. Tu as choisi de détruire notre mariage pour l'argent et le statut. Le fait que ton nouveau petit ami ait obtenu ces choses par des activités criminelles n'est qu'un détail que tu n'as pas pris la peine d'investiguer correctement. Sarah commença à pleurer, pas les larmes élégantes d'une femme cherchant la sympathie, mais les sanglots désespérés de quelqu'un faisant face à de véritables conséquences pour la première fois de sa vie. S'il te plaît, Michael. Je sais que je t'ai fait du mal, mais j'ai peur. Je ne sais pas quoi faire, où aller. Je n'ai personne d'autre. Michael ne ressentit rien en regardant son effondrement. La femme pleurant sur le seuil de sa porte ne ressemblait en rien à la femme qu'il avait aimée pendant 12 ans. C'était la personne que Sarah avait choisi de devenir, calculatrice, cruelle, indifférente aux dommages qu'elle infligeait aux autres. Sa détresse actuelle était simplement la conséquence naturelle de ses choix. Tu aurais dû y penser avant de décider de m'humilier publiquement, dit-il enfin. Certaines actions ne peuvent être défaites, Sarah. Certaines trahisons ne peuvent être pardonnées. Mais je t'aime, murmura-t-elle désespérément. Je sais que j'ai fait des erreurs, mais au fond de tout, je t'aime encore. Nous pouvons recommencer, reconstruire ce que nous avions. Non, dit Michael avec une finalité absolue. Nous ne pouvons pas. Tu as détruit ce que nous avions quand tu as choisi Richard Sterling plutôt que notre mariage. Tu l'as détruit quand tu as transformé notre vie ensemble en un mensonge conçu pour servir tes ambitions. Et tu l'as détruit quand tu as décidé que m'humilier publiquement serait divertissant. Sarah le regarda avec des yeux rouges, désespérés. Qu'est-ce que je suis censé faire ? Apprendre à vivre avec les conséquences de tes choix, répondit Michael. La même chose que tout le monde doit faire. Il rentra dans sa maison et ferma la porte, laissant Sarah pleurer sur son porche. À travers la fenêtre, il la regarda finalement s'éloigner, disparaissant dans l'obscurité qui définirait le reste de sa vie. 6 mois plus tard, Richard Sterling fut condamné à 28 ans de prison fédérale. Sterling Motors cessa ses opérations, ses actifs liquidés pour payer des amendes et des restitutions aux créanciers légitimes. Sarah déclara faillite, emménageant dans un petit appartement et prenant un emploi de détail qui payait une fraction de ce qu'elle considérait autrefois comme de l'argent de poche. Michael, pendant ce temps, avait accepté un poste d'ingénieur senior chez Ford Motor Company, le principal concurrent de Sterling Motors. Ses nouveaux collègues étaient impressionnés par son expertise et son professionnalisme, ignorant qu'il avait systématiquement détruit son ancien employeur grâce à une application minutieuse des mêmes compétences analytiques qu'il apportait à la conception automobile. Il ne parlait jamais de Sterling Motors, ne mentionnait jamais Richard Sterling ou Sarah Clark. Ils étaient devenus insignifiants dans sa vie, des notes de bas de page dans une histoire désormais entièrement concentrée sur l'avenir. La justice, avait appris Michael, n'était pas une question de pardon ou de rédemption. Parfois, il s'agissait simplement de s'assurer que les actions entraînent des conséquences appropriées. Que les personnes qui choisissent d'infliger des dommages aux autres finissent par faire face à des dommages équivalents. L'ingénierie était sans faille. L'exécution avait été parfaite, et les résultats étaient exactement ceux qu'il avait calculés dès le début. Certaines trahisons, en effet, ne pouvaient jamais être pardonnées. Merci de regarder et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles histoires.